connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien les amis. Avec moi, celle que vous aviez pu entendre dans notre épisode consacré à la série Fiasco et que vous pouvez également retrouver dans les formats courts, SDS Express. Salut à toi Solène. Salut Junior, ça va ? Oui, ça va très bien. Et toi ? Super, je suis ravie de te retrouver pour cette série. C'est notre première cette année, Oui. en 2025. On va essayer de faire les choses bien en commençant avec une fiction qui a pour titre Culte. Elle est dispo depuis le 18 octobre 2024 sur Prime Video. On y découvre comment la télé-réalité a fait son arrivée en France via Loft Story, émission anciennement diffusée en 2001 sur celle qu'on appelait la petite chaîne qui monte. M6, une création de Mathieu Romani et Nicolas Slomka, et à la production, une certaine Alexia Laroche-Joubert. Au programme de la télé-poubelle, une bimbo au gros cul, une chef de projet ambitieuse, des négociations avec le CSA et des spectateurs aussi hypnotisés qu'atterrés devant un programme qui a marqué l'histoire du PAF. Ça, c'est ce qui est prévu, on est loin d'être exhaustif. On entame ce menu juste après un premier extrait. Cette émission, elle raconte la vie des gens, leur quotidien. C'est ça la magie de ce concept. Ça cartonne aux Pays-Bas. Ils appellent ça Télé-réalité. une dizaine de candidats doivent vivre enfermés devant 26 caméras. Aujourd'hui, tout le monde a une webcam, tout le monde veut montrer l'intérieur de sa chambre. Moi, je veux pas une webcam, moi. Ça. Non, mais toi, si tu veux, tu comptes encore en ancien franc, donc personne n'a envie de voir l'intérieur de ta chambre. Ça va être un carton, j'en suis sûr. On a besoin d'une pointure. Je suis peut-être pas une peinture, mais je suis une machine de guerre. Casting. On va avoir besoin de bras là. J'appelle qui? Tout le monde. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tous les âges, tous les territoires. Le casting, c'est la France. Allez. Moi, quand je vais voir les castings vidéo, il faut que j'ai un coup de chaud. On arrête tout. Qu'est-ce qui a merdé? Voyeur, malsain, abétissant. On est en avance sur notre temps, apparemment. On change le concept en émission de dating. Les candidats seront là pour trouver l'amour. Loana? C'est bon, ça, Love Story. Loft Story. C'est juste une fille qui galère et ça, il y a tout le monde qui peut s'identifier. Les Américains ont un mot pour ça. Ils disent le buzz. Solène, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu cette série, est-ce que tu peux nous faire le résumé de la fiction Culte, s'il te plaît ? Oui, t'en as déjà pas mal parlé. C'est une série qui raconte la création, la production, l'envers du décor, en tout cas, de l'émission Loft Story, et plus généralement des codes de la télé-réalité qu'on retrouve encore aujourd'hui, en tout cas de l'impact qu'a eu Loft Story sur la télé-réalité, et tout ça de manière romancée, comme on dirait, inspirée de faits réels. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est bien pour se couvrir, et pas se faire attaquer Oui. surtout. Non, il n'y a pas de diffamation. Voilà. Le Loft Story, c'est le défi du jour de ne pas bafouiller en le disant. Au casting de cette série, Marie Colomb, Anaïd Rosam, César Dombois ou Domboy, en fait il est bilingue. C'était Fergus dans la série Outlander. Voilà, Ok. J'étais choqué. C'est Raphaël dans la série. Ah, purée, maintenant que tu le dis, je vois. Ah ouais, d'accord, ok. Sami Outalbali, qu'on a vu dans Sex Education, Nicolas Briançon, Jacqueline Corrado, Lila Guénas et David Marseille, entre autres. Une question simple pour commencer. Qu'est-ce que tu connaissais de Loft Story avant de lancer la série Culte, Solène ? Alors, tu l'as dit, la télé-réalité est sortie en 2001 sur M6. Moi je suis de 96 donc je connaissais pas grand chose, mais je connaissais évidemment Loana et Jean-Édouard et La Piscine, et c'est tout en fait, et la descente aux enfers de Loana quoi, mais c'était après le Loft. Toi tu l'as vécu? Oui, le 26 avril 2001, date de la diffusion du tout premier Prime. J'étais devant ma télé avec les parents. Wow. J'avais 14 ans, pas encore 15. Oui, c'était un vrai phénomène. C'était intriguant surtout. On se demandait ce que c'était. Il y avait eu un matraquage comme ça. Et puis, dans la famille, on aimait bien regarder les nouvelles choses, les grands primes événementiels, que ce soit du côté de TF1, France Télévisions ou M6. J'ai suivi pas tout à fait quotidiennement parce que on aimait plus regarder à l'époque ce qu'il y avait sur TF1, donc le Big Deal, les jeux et tout.
qui était plus rassembleur et fédérateur que ça. Sauf qu'après, une bascule à 19h. Moi, je me souviens que c'était, on en parle dans la série, c'était décalé à 19h et à 18h, il y avait les flics de Shanghai. Donc parfois, j'étais sur mon dos au niveau des parents pour dire hey, je vais regarder ça. C'était avec Sammo Young, un proche de Jackie Chan, qui faisait la même chose que Jackie Chan, si vous voulez, mais en tant que flic. C'était vachement bien au quotidien. Donc voilà, j'ai regardé, j'ai grandi avec cette télé-réalité. Et est-ce que tu avais entendu parler de Big Brother? Parce que du coup, on sait quand même que c'est l'adaptation de cette télé-réalité-là. Mais je me rends pas compte à l'époque si on était intéressé par le Loft parce que Big Brother avait cartonné ou si ils avaient juste très bien réussi leur com. Si tu veux, Internet c'était vraiment réservé à une élite, tout le monde n'avait pas accès. Mais en revanche, ce qui est drôle, c'est qu'à 14 ans, j'ai grandi avec des parents qui écoutaient beaucoup la radio. Et à la radio, on commentait ce qui se passait à la télé. Et une certaine Isabelle Morini-Bosque, qui est très connue pour être chroniqueuse de TPMP, machin, qui à la base est journaliste média pour RTL depuis très longtemps. Et je l'écoutais en fait tous les matins parler du Loft et parler de pourquoi, comment c'est arrivé en France. Et à travers le fait d'écouter la radio et des gens commenter ça, j'ai entendu en effet parler du Big Brother, de la version hollandaise et de la version, enfin des versions en Europe. Et au-delà de ces exemples-là, moi j'étais ado, donc j'écoutais Skyrock et D-Fool. On entend d'ailleurs dans la série. Il racontait aussi le pourquoi, comment Loft Story est arrivé en France. Ok, trop intéressant. Ce style-là d'enfermement et plus généralement tous les types de télé-réalité, est-ce que tu regardes? Quel regard tu poses dessus? Est-ce que tu y places de la distance ou est-ce que tu es investi? Alors, moi j'adore et je suis totalement investie. C'est ma part d'ombre peut-être, je ne sais pas. Non, c'est vrai que moi le Loft, j'ai pas regardé, j'étais trop petite. Mais il y a eu la Starac, si ce n'est quasi en même temps. Et la Starac, moi j'avais réussi à négocier avec mes parents de regarder les primes le vendredi soir et j'avais pas le droit de regarder les quotidiennes parce que mes parents trouvaient que c'était trop vulgaire et tout. Et la saison de Grégory Le Marchal, là ils m'ont autorisé à regarder les quotidiennes et là je suis tombée dans la marmite. Mais c'est ça a été la Starac, Secret Story, les Marseillais, les Ch'tis, les Anges, enfin la Villa des Cœurs Brisés, enfin tous les 50. Bref, oh mon Dieu. Voilà, moi je suis... Qui est cette personne qui fait des podcasts avec moi depuis plusieurs années? Je le découvre avec vous, amis auditrices et auditeurs. Dark Solène est là. Exactement. Après, je sais pas si ça peut rassurer, mais ça fait quelques années que j'ai un peu levé le pied. Maintenant, reste à mon actif la Star Academy, qui est de retour depuis quelques saisons, et Top Chef. D'accord. Voilà. Après, c'est tellement divers la télé-réalité dans les styles et tout. Tu vois, il y en a qui considèrent que Koh-Lanta, c'est de la télé-réalité, d'autres non. Alors, pour moi, c'est de la télé-réalité. Hein. À partir du moment où des gens sont payés pour être filmés H24, on est sur de la télé-réalité. Et pour répondre à une question que tu te posais à l'instant, Solène, la Star Academy, c'est juste après. C'est arrivé juste après le Loft, en réponse, justement, parce que TF1 voulait sa grosse télé-réalité après le Loft. Il voulait une réponse, un suivi aussi au quotidien, sauf que il ne voulait pas que les candidats qui allaient participer à cette émission de télé-réalité quotidienne soient connus pour rien. D'où le prétexte de la chanson. Ah oui, il fallait qu'il y ait quelque chose dans le cerveau, quoi. Ou en tout cas, il fallait qu'il y ait un talent, parce que une Loana, finalement, c'est la culture du vide, quoi. Exactement. Et un objectif, parce que Loft Story, ils ont été stars, mais pour pas grand-chose. Beaucoup de gens ont commenté la sortie de la série culte en disant « Ok, ils vont nous faire une série vide sur la culture du vide ». C'était la vanne qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Non, il y a des choses à raconter, on va les passer en revue d'ailleurs. Avant qu'on passe en revue tout ça, toi, ton rapport à la télé-réalité? En fait, je fais le malin à juger tout Solène, mais... mais en vrai, je suis passé... Voilà, il est pas très loin là. Il est toujours là, mais j'ai réussi à l'enfermer dans une espèce de boîte fermée à clé là. Mais disons que je suis passé aussi par là, j'ai vraiment tout bouffé. Loft Story, saison 1, saison 2, les premières années de la Starac, peut-être jusqu'à Cyril Cinélu, peut-être au-delà, je me souviens plus trop. Les premières saisons de Secret Story également, Koh-Lanta, j'en ai bouffé
à foison jusqu'aux anges de la télé-réalité. Et puis, quand il y a eu les anges, les ch'tis, les Marseillais, ça a commencé à me gonfler. Je voyais qu'une certaine Alexa Laroche-Joubert, en plus, était derrière tous ces programmes-là. Je me suis dit, à part faire plus de blé avec des gens à un cerveau limité qui fonctionnent sur la base de script aussi, quand j'ai compris que c'était scénarisé, j'ai laissé tomber. Je suis pas d'accord sur le cerveau limité, mais ça c'est moi qui défends la télé-réalité bec et ongle. Je vois ça, oui. Non, mais après, ou alors ils jouent un rôle et nous font croire que. Ah bah quand tu vois une Nabila, pardon, enfin... on est sur l'exemple typique de la personne qui fait croire qu'elle est stupide alors qu'en fait elle en a quand même dans la tête, et aujourd'hui, alors elle n'est pas devenue chef d'entreprise et la business girl qu'elle est, elle ne le serait pas devenue sans la télé, mais en l'occurrence elle l'est aussi devenue parce qu'elle a été très intelligente et qu'elle a su se placer au bon moment, quoi. Donc c'est pas que des idiots qu'on met devant des caméras pour avoir des histoires d'amour, quoi. Malheureusement, c'est comme ça qu'on nous les vendait à l'époque. Et je suis complètement d'accord. Je me souviendrai toujours d'un témoignage, pour faire très court, de Nabila qui disait « On se moquait de moi sur les plateaux télé, mais pendant ce temps-là, j'apprenais. J'apprenais les rouages, j'apprenais comment fonctionnaient les plateaux, comment il fallait faire le show, comment il fallait tout le temps être souriante. Et ça, c'est vrai que ça lui a beaucoup servi dans son rôle d'influenceuse et d'entrepreneuse plus tard. C'est clair. À qui ai-je l'honneur? À Isabelle, chef de projet de l'émission. Ils apprennent pas les bonnes manières dans les rallyes? C'est mon idée, Big Sister. Allô? 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 Ils nous ont mis en mute. Un instant, Stanislas. Non, mais tu rêves, Isabelle. On a besoin d'une pointure. Comment il s'appelle, là, celui qui fait tous les Miss France, là? Je suis peut-être pas une peinture, mais je suis une machine de guerre. Vous êtes toujours là? Si les choses tournent mal, on va avoir besoin d'un fusible, ça pourrait être elle. Allô? Avec un budget pareil pour une première prod, si tu te foires, c'est terminé. Hein. On ne donnera pas une seconde chance, ni nous, ni personne. Tu pourras dire adieu au PAF. Hein. Bon, franchement, je vais raccrocher, hein. Attention, Christian va raccrocher. Hein. Ouais, c'est Isabelle de Rochechouart, c'est elle qu'il nous faut pour le projet, là. Vous voulez dire Cendrillon? Pourquoi vous l'appelez Cendrillon? Elle a balancé un cendrier au visage du dire antenne de TF1. Non, mais c'était un accident. Dommage. Elle a une vraie vision de l'émission avec elle, je vous promets, Christian, que ce sera jamais trash. On va rentrer dans le vif du sujet. Culte de Prime, 6 épisodes d'une 40aine de minutes en moyenne. Qu'est-ce que ça vaut pour toi, Solène ? Moi, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup aimé parce que je pense aussi j'ai cet attachement à la télé-réalité, et aussi peut-être une information importante, c'est que moi, je suis journaliste, et tout ce qui est rouage des médias, les coulisses de la presse, etc., c'est des choses qui me passionnent. Enfin, vraiment, j'adore voir comment ça se met en place, les mécanismes, tout ce qu'en fait on voit pas quand on est juste derrière notre écran. Et donc ça aussi, ça m'a vraiment intéressée de savoir à quel moment ils décident pour les candidats, en fait, parce que les candidats, une fois qu'ils rentrent dans le loft, ils ne décident plus rien. Et il y a quand même un personnage, mais on y reviendra, qui m'a dérangée, mais parce que je pense que ça nous ramène trop à notre forme de voyeurisme quand on regarde ce genre de choses, et donc ça on en reparlera, mais je trouve que c'est une très bonne série qui est réussie. Et toi ? Alors, j'aime bien certains aspects de la série, je la trouve assez costaud, j'adore le rythme, c'est ramassé, il y a une écriture et des punchlines qui sont bien senties. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai vu que certains dialogues ont été écrits par Marina Rollman, qui est humoriste. Et donc, dans les punchlines envoyées par Alexa Laroche-Joubert, je me disais « Ah !» En voyant son nom, bah oui, logique, il y a une humoriste derrière. Et c'est très prenant, on se laisse facilement porter. Tout ne m'a pas intéressé à un même niveau, genre les coups bas entre patrons de chaîne, et toutes les négociations sur tout ce qui concerne les prime time, ça m'a pas foncièrement passionné, mais la trajectoire de chaque personnage, de ces outsiders, de ces numéros 2 qui ont envie de devenir grands, voire très grands, et de l'écriture aussi de Loana, que j'aime beaucoup. Il y a un travail aussi de sensibilisation, de réhabilitation de son personnage, de cette femme qui existe dans la réalité, un peu comme on a su le faire dans Pam et Tommy, cette série dispo sur Disney+, concernant Pamela Anderson, avec sa relation avec le batteur de Motley Crue, Tommy Lee. Tout ça a été joliment raconté. Ça m'a beaucoup plu, cette trajectoire-là. Et je trouve les comédiens super. Anaïd Rosam en tête,
parce que j'ai grandi en voyant Alexia Laroche-Joubert et en la jouant, l'intonation dans la voix, c'est top. Bref, la série, sur toutes les parties de négociation, de lutte entre les chaînes, je m'en foutais un peu, mais l'humain, les interactions entre eux m'ont passionné. Plusieurs choses sur lesquelles je veux rebondir. La guerre des chaînes et notamment la guerre TF1 M6 parce que clairement France Télévisions elle est pas dans cette guerre là parce que c'est le service public. Moi j'avais écouté quelques temps avant un podcast qui s'appelle Guerre de business où c'est plusieurs séries d'épisodes à chaque fois sur différents business qui se font la guerre, mais en tout cas il y a une série d'épisodes sur TF1 contre M6 et du coup c'était hyper intéressant parce que dans le podcast, j'ai eu des informations sur les guerres au niveau de qui va obtenir les droits de foot, par exemple, parce que ça coûte cher. La télé-réalité, tout ça, Koh-Lanta, le Loft, machin. Et en fait, là, du coup, je l'ai eu en images. Et je pense que j'aurais moins accroché à ce détail-là dans la série si j'avais pas eu le podcast avant. Parce que du coup là, tout ce que j'avais entendu dans le podcast, je le voyais en image et je me disais ah ouais, en fait c'était ça la guerre, c'était aller faire intervenir le CSA alors que en fait c'est juste parce qu'on en a marre que les autres ils gagnent de l'argent et que nous on n'ait pas eu le contrat. Enfin c'est ça. Voilà, et là-dessus du coup je trouvais intéressant. Et pour revenir sur Alexia Laroche-Joubert, en fait moi tout le long de la série je me suis dit on a toutes et tous l'impression de la connaître cette femme. En fait, elle a dirigé la Star Academy pendant tellement d'années et je pense que personne n'est passé à côté, même ceux qui n'avaient pas forcément envie de regarder, ils ont vu des passages de la Starac et donc elle fait partie de nos quotidiens, tu vois, peu importe notre âge. Et quand l'actrice prend en main ce personnage-là, Anaïd Rosam, et qu'elle arrive à s'exprimer de la même manière qu'elle, mais en fait... on a l'impression que presque c'est sa fille, tu vois, enfin que c'est la même personne. Et j'ai vu plein de commentaires de personnes dire « Ah, elle parle exactement comme elle », alors qu'en fait, en vrai, on la connaît pas, tu vois. Genre, ça se trouve, c'est pas du tout le même personnage et c'est juste un rôle qu'elle se donne, enfin, tu vois. Mais en tout cas, de la personne qu'elle renvoie publiquement, c'est hyper réussi. Ce sont vraiment, il y a deux révélations, c'est Anaïd Rosam et Marie Colomb. Ah ouais. En Loana Petrucciani. La façon, cette quasi-absence parfois de diction dans sa prononciation, qui est assez bien faite, quoi. C'est assez déroutant. Et pour la petite histoire, j'ai regardé la série en deux fois. Et entre les deux, j'ai vu Marie Colomb dans un autre film que je vous recommande, ça s'appelle La Voix Royale. Elle joue dedans un rôle complètement différent. Et tant mieux que je l'ai vu dans un autre rôle différent parce que c'est tout le mal que je lui souhaite. J'espère qu'on ne l'associera pas toute sa carrière à Loana. Elle l'incarne tellement bien que la confusion peut rester dans l'esprit de beaucoup de gens. Oui, bah franchement, moi j'avais l'impression que c'était Loana. Enfin, pour avoir vu Loana, moi, dans d'autres télés plus tard. Alors, évidemment, physiquement, elle a changé, mais ça, c'est à cause de nous. Enfin, c'est à cause de la télé, c'est à cause du public et tout. En fait, pour moi, c'était l'image de Loana toute fraîche en arrivant au Loft, qui savait pas à quoi s'attendre et qui avait des espoirs plein la tête, en fait, et avant que tous ses rêves ne soient écrabouillés. C'est important d'évoquer cette fraîcheur parce que c'est la première télé-réalité, on ne savait rien. C'est pas comme les candidats qui arrivent au bout de 5-6 saisons, qui ont eu le temps de s'abreuver de tout ce qui s'est passé avant, au point de quasiment façonner un personnage en rentrant. On n'est plus à ce stade-là, c'était vraiment tout le monde était candide en le faisant, y compris Alexia Laroche-Joubert, qui était une bleue, quoi, qui commençait, elle était censée se faire virer, mais ce projet-là a sauvé sa tête. Justement, j'étais un peu embêté, j'ai bien aimé, mais ce qui m'embêtait, c'est que c'est une série qui est produite par Alexia Laroche-Joubert, donc elle nous raconte les choses sous son angle à elle. Et évidemment, il y a eu des remontées. Donc gardez bien en tête, les amis, que tout ce qu'on va commenter dans la série, c'est sous l'angle d'Alexia Laroche-Joubert, et qu'il y a certaines choses où je vous donnerai les retours un peu d'autres personnes qui ont réagi publiquement. Je veux juste que vous ayez bien ça en tête. C'est sa vision, elle est productrice en plus, donc forcément. Quand elle dit par exemple « je suis une machine de guerre », ouais, ok. Tu sens que c'est pour se mettre en avant, même si elle n'est pas toujours dépeinte à son avantage d'ailleurs. Alors après, je pense honnêtement que c'est vraiment une machine de guerre. Quand tu vois tout ce qu'elle a fait dans sa carrière, en plus d'avoir été mère, enfin franchement, tu dis cette personne-là, elle n'avait pas d'ambition de devenir maman, tu vois, quand tu vois tout ce qu'elle a produit, tout ce qu'elle a créé et tout. Et en fait, elle a réussi, je sais pas, je suis pas dans sa vie privée, mais en tout cas, elle a tout mené de front.
Je pense que c'est une machine de guerre. Il y a d'autres choses sur lesquelles je pense qu'elle s'est un peu valorisée, mais là-dessus, je pense qu'elle n'était pas à côté de la plaque. En effet, sa carrière parle pour elle. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Loana, 23 ans, 1m73, adore faire la fête. Je suis danseuse dans les bars et les boîtes de nuit. Voilà. Et grande, blonde à forte poitrine. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire? C'est ma mère qui a voulu m'inscrire. C'est elle qui voulait que je fasse de la télé. Moi, au départ, je n'avais pas du tout envie. Et puis après, je me suis dit, si je peux trouver l'amour, voilà. En tout cas, un mec gentil pour une fois. Est-ce qu'on peut commencer par un épisode que tu souhaites extirper, un épisode que vraiment tu as adoré et que tu souhaites mettre en avant? J'ai surtout des scènes que j'ai retenues, mais si je dois choisir un épisode, je vais choisir l'épisode 3, parce que c'est l'épisode de la piscine. Je te reconnais bien là, oui. Ah là là, tout ça, le voyeurisme, tout ça, j'adore. Non, en fait, la piscine, pour n'importe qui n'a pas connu le loft, c'est quand même dire ce qui s'est passé entre Loana et Jean-Édouard dans cette piscine. Moi, la première, j'étais trop petite, donc j'ai que ce souvenir-là, et pourtant, je n'ai pas vu les images à l'époque. Enfin, ça prenait vie devant mes yeux, tout ce que j'avais entendu pendant si longtemps. Et il y avait aussi les coulisses de... en fait, la chaîne est en train de se faire déborder par ce qui se passe à l'intérieur, en fait. C'est des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là quand il y a 2 personnes qui sont en train d'être filmées, en train d'avoir un rapport sexuel? Enfin, c'est des vraies questions que ils n'avaient pas envisagées. Et surtout, c'est à partir de là où, en fait, le loft explose. Oui. Enfin... En tout cas, de mon point de vue par rapport à la série, parce que je ne l'ai pas connue dans la réalité, mais j'ai l'impression que c'est vraiment cette scène qui a transformé la réalité, la télé-réalité de manière générale, parce que ça a intéressé les gens et tout le monde voulait savoir la suite, qu'est-ce qui allait se passer, est-ce qu'ils allaient se mettre ensemble, nanana. Et je trouve que ce point de bascule-là, il est hyper intéressant dans l'épisode et il est vraiment bien amené. C'est vrai, c'est aussi l'épisode que j'ai extirpé, l'épisode 3. Ah bah tu vois, on est sur la même longueur d'onde. Oui. Mais oui, parce que cette montée en puissance, quoi, ça y est, on ouvre le loft, ils galèrent, ils ont du mal à ce qu'il se passe quelque chose. Nous, spectateurs, on est fascinés parce qu'on n'a jamais vu ce process-là, qui a d'ailleurs été étudié par de nombreux sociologues. C'était vraiment une expérience sociale. Et on s'ennuie, il se passe pas grand-chose. Et puis, on crée des soirées à thème. Et là, ça dérape. De l'alcool, évidemment, pour inciter au lâchage. On extirpe Stevie de la piscine. Là, dans la version de culte, on explique que... Enfin, on voit la prod appeler Stevie dans le confessionnal. Vous savez, cette fameuse pièce où on doit se raconter face caméra comment on a vécu sa journée, ce qu'on ressent, etc. Donc on l'a extirpé. Et pour laisser le couple Loana-Jean-Édouard se former. Dans la réalité, c'est moins glamour que dans la série, visiblement, car Stevie Boulet a dit qu'en fait, il avait juste envie d'aller faire pipi, quoi. C'était pas... Il n'a pas été manipulé par la prod ou quoi. Après, c'est sûr que dans la série, c'est plus intéressant de l'appeler au confessionnal. Ça montre que c'est la prod qui a la main sur tout, en fait. Voilà. Et encore une chose, d'après Loana et Jean-Édouard, il s'est rien passé dans la piscine. Après, oui, mais pas dedans. Je ne fais que relayer les infos. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Et non, mais c'est largement possible. Mais en fait, c'est tout le principe de la télé-réalité. C'est qu'on montre ce qu'on a envie de montrer et on raconte les histoires qu'on a envie de raconter, en fait. Et donc, on va choisir les séquences qui nous intéressent. On va choisir les passages d'ITV au confessionnal qui nous intéressent pour raconter l'histoire qu'on souhaite. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on crée des personnages de télé, comme des Moundir, comme des Claude. Enfin... En fait, ces personnes-là, c'était des bons produits de télé et on les a fait devenir ce qu'on a voulu qu'ils deviennent, en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec Loana et Jean-Édouard. Alors peut-être qu'il ne s'est rien passé dans la piscine, mais malgré tout, tout le monde pense qu'il s'est passé un truc dans la piscine, quoi. Oui, et c'est le parti pris de la série, clairement. On a Alexia face aux écrans qui dit... Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de le faire. Enfin, c'est... Puis ils disent il faudra changer l'eau de la piscine. Ok. Avant d'en arriver là, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode, c'est qu'on découvre une Loana sensible, super stressée,
qui finalement fait confiance à un personnage qui est aussi important, c'est Karim, Sami ou Talbali, qui est journaliste monteur sur l'émission. Il y a une belle complicité entre les deux. On a comme une impression que Karim s'intéresse vraiment à elle, son QI. Après, il y a tout l'aspect aussi de production, avec les audiences qui doivent absolument grimper. On n'est pas au fameux 28% qui amènerait des bonus, plus d'argent à la société de production qui a vendu le projet à M6. Et ça a tout fait exploser derrière, quoi. C'est vraiment un super épisode avec cette tension et cet extrait qui a été diffusé dans beaucoup d'émissions où on voit Alexia qui n'était pas dans les bureaux quand ça commençait à chauffer. Et cette prise de décision, je pense que c'est ça qui a dû te plaire aussi, c'est on laisse ou on coupe, cette indécision-là. En fait, peu importe la décision qui est prise, de laisser à l'image ou de couper, dans tous les cas, tu sais que c'est trop tard en fait. Tu coupes, ça va faire parler, tu laisses, ça va faire parler, parce que t'avais pas prévu que dans tes images, t'allais avoir ça. Et donc oui, cette prise de décision, moi j'aime bien, et en même temps, je sais que c'est trop tard, tu vois. Donc on parle du flux 24h24 sur TPS à l'époque, un bouquet satellite sur lequel on pouvait le voir. Il existe toujours, c'est pas vraiment 24-24 mais la Starac aujourd'hui, parce que ça est passé par là et qu'ils ont besoin d'heures off, donc ça a été changé. On a beaucoup parlé des personnages en début. J'avais envie que tu me cites justement des personnages que tu as le moins appréciés et des personnages que tu aimes le plus. Je vais commencer par celui que j'ai le moins apprécié parce que ça touche à qui on est en fait. Moi, celui que j'ai le moins apprécié, c'est Karim. Donc c'est... Toi aussi Bah oui, bienvenue au club. Donc c'est ce personnage dans la série qui va caster Loana en fait. C'est lui qui la trouve, c'est lui qui va la convaincre de participer parce qu'en fait elle s'en fout, elle a pas envie de le faire. Et c'est un peu poussé par sa mère, non, qu'elle le fait au final. En se disant ça peut changer sa vie, elle peut avoir de l'argent facilement, voilà, mais sinon elle a pas envie de base. Et on sent que Karim au début il est bienveillant en fait, il est là pour la protéger, il lui fait comprendre qu'elle va pas se ridiculiser, enfin voilà, il est vraiment dans l'accompagnement. Et à partir du moment où il y a l'enfermement et que Loana commence à se rapprocher de Jean-Édouard, mais Karim devient fou. C'est-à-dire que dans la série, à un moment donné, on le voit derrière les vitres sans teint du loft, qui se branle devant... qui essaye, je sais même plus s'il y arrive exactement, mais devant Loana qui se regarde dans le miroir sans teint, quoi. Et en fait, je trouve que ce personnage, il veut tout dire, en fait. Il veut dire que quand nous, on commence à regarder une télé-réalité, que ce soit le Loft, Secret, Starac ou quoi, on est ouvert à découvrir ces nouveaux personnages, ces êtres humains. On a envie de savoir qui ils sont et on est bienveillant auprès d'eux. Et plus les semaines avancent, plus il se passe des choses dans l'enfermement dans lequel ils sont, plus on va s'attacher à différents personnages et d'autres qu'on va moins aimer. Et à partir de là, chez le téléspectateur, il y a un switch qui fait qu'on va devenir accro aux personnages qu'on adore et on va développer une haine envers les personnages qu'on déteste. Et du coup, ce personnage de Karim, moi, il m'a dérangé parce que il m'a dérangé. J'étais pas bien à la fin. De qui je suis, en fait. Ouais. En fait, il vient appuyer directement sur qui je suis et comment je réagis face à la télé-réalité. Enfin, clairement, là, il y a encore quelques semaines, il y avait la Star Academy. Moi, je faisais des vocaux H24 avec mes copines sur qui est-ce que j'adore, qui je déteste, et à avoir des propos véhéments sur les personnes que je déteste, alors qu'en fait, ils ont 18 ans. Oui, et ce n'est que de la télévision. Et j'en ai conscience, et c'est que de la télé, quoi. Mais nous, c'est des personnages qu'on voit à travers un écran et qu'on arrête d'humaniser, en fait. Et rappelons d'ailleurs que dans Loft Story, les personnages ont été construits en partant d'une scène qu'on voit dans le premier épisode d'Alexia qui se dit « mais on va faire comme dans la sitcom Hélène et les garçons. Il nous faut la bimbo, l'intello, le BG... » Ça, c'est toujours comme ça dans toutes les télés. Moi, j'ai une copine qui est casteuse. Typiquement sur la Starac, il faut l'intello, celle qui va réviser toutes les 5 secondes. Il va falloir celui qui est mauvais danseur, mais qui est sympa, beau gosse. Et tous ces profils-là, il faut qu'ils rentrent dans les cases de la télé. Et après, on les fait se développer dans l'émission, quoi. Le rebeu, le gay... Exactement. Ne voyez pas du cynisme, hein. Je me mets juste dans la tête de Castor. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une petite nuance, comme l'expliquent les scénaristes. Ils disent, par exemple, là, on fait une bimbo
Il y a une bimbo dans Love Story, mais au grand cœur, pour nuancer un peu le côté... elle est juste là pour sa plastique, quoi. Tu crois que c'est pour se racheter auprès de la vraie Loana ? Je pense qu'il y a une dose de ça. Tu as vu qu'elle a collaboré ? Ah non, j'ai pas vu. Dans le générique de fin, on voit, alors je sais pas à quel niveau d'implication, on voit avec la collaboration de Loana Petrucciani, donc elle a dû valider l'usage de son nom, quoi. Contrairement à d'autres lofters qui veulent, d'autres ex-lofters qui ne veulent plus du tout en entendre parler et que leur visage apparaisse ou autre. Mais peut-être que pour elle, c'était aussi une rédemption, tu vois. Complètement. Elle a tellement souffert de ça, peut-être que c'était ce qu'elle avait besoin pour enfin tourner la page. Enfin, je sais pas, je la connais pas, mais... Complètement. Pour moi, il y a une dose de... Vraiment, comme pour Pamela Anderson, qu'on voit sous un aspect tendre qui a été berné, broyé par l'industrie, parce que la seule chose qu'on remarquait, c'était ses seins refaits, ses cheveux longs, blonds. On retenait que ça. Et le personnage de Karim, il est vraiment déroutant, parce que il faut que tu saches que les créateurs de la série, quand ils l'ont lancé, se sont basés sur The Social Network, sur la révolution Facebook, avec le film de David Fincher. Et ils avaient envie de faire ça, mais au niveau français, qu'est-ce qui a marqué, qui a vraiment été une révolution sociétale, télévisuelle, qui a marqué plein de gens, et pendant leur adolescence, c'était le loft. Et cette image de Karim qui se masturbe devant le miroir sans temps, je peux pas m'empêcher de me dire, mais les gars, c'est votre adolescence que vous rappelez en fait, parce qu'ado, on fantasmait sur elle, donc on se faisait du bien en la regardant. C'est très gênant. Ouais, et en même temps, sûrement qu'il y a des milliers d'ados qui ont fait ça, Exactement. tu vois. Enfin... Karim, Je l'ai pas touché. J'ai rien fait, d'accord, je l'ai pas touché. tu fais quoi, Karim? Je l'ai pas touché, Isa. Ok, T'es un malade. Elle a rien vu, d'accord. Ça compte. Je l'ai pas touché. T'es un malade. Je l'ai pas touché, Isa. Y a pas Mais tu dégages. Non, Isa, tu peux pas me faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tais-toi. Isa, Tu prends ton badge et tu dégages du Isa, studio. tu peux pas me faire ça, d'accord. Tu peux pas. Tu dégages. Je l'ai pas touché. Tu Calme-toi. me dis pas de me calmer, d'accord? Je l'ai pas touché, d'accord. Prends ton badge et tu dégages, Tu peux pas Karim. me faire ça. Tu dégages. C'est moi. Karim, ok. tu dégages d'ici. Tu dégages. Je veux plus jamais te revoir. La niña, tranquille. Bouge. Dégage. Toi, c'est quoi qui t'a dérangé dans le personnage de Karim ? Parce que tu m'as dit que c'était aussi le personnage que t'avais le moins aimé. Oui, le côté érotomane. En fait, le fait de tomber amoureux de quelqu'un, il n'y aura jamais une possibilité de vivre quelque chose avec cette personne, et tu t'imagines tout un truc où tu vas vivre avec elle, en fait, une histoire, alors que pas du tout. L'érotomanie. Et en fait, il fait que des mauvais choix. Alors dans les séries, tu vas me dire, Gilmore Girls, c'est que ça, par exemple. Oui, et en même temps, t'es obligé d'avoir des mauvais choix dans une série, sinon elle n'existe pas, la série. Je le détestais parce que Sami ou Talbali, on lui fait quand même jouer des trucs improbables. Je sais pas si tu as vu Sex Education saison 3. Oui. C'est le mec qui fait caca dans le bus, qui c'est avec la chasse d'eau qui part pas. Enfin, la qualité des rôles qu'il fait me gêne. Il est bon dans ce qu'il a à faire, mais on arrive à cette scène-là où il est face à Loana, tu le vois arriver gros comme une maison qui va faire ça. Et j'aime pas, il y a quelque chose de dérangeant qui ne me plaît pas et dont je me serais passé. Ça m'aurait pas empêché de bien aimer la série si son perso n'était pas là, en fait. Je le trouve superflu. Je tiens à préciser qu'il a été totalement inventé pour la série. Cet incident-là n'a pas eu lieu. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il est totalement inventé, il n'est pas inspiré d'un personnage réel. Et surtout, je pense qu'il a été inventé pour faire la critique de ce qu'on est quand on regarde de la télé-réalité. Oui, cette scène, elle est hyper dérangeante et je pense qu'elle a choqué peut-être tout le monde. Mais en même temps, c'est ça le vice de la télé-réalité, c'est qu'on en arrive jusque-là. Et sans se rendre compte, en fait, Karim, c'est quelqu'un de normal, tu vois, c'est quelqu'un comme toi et moi, et qui va aller beaucoup trop loin et qui va, comme dans la vraie vie, pour certains, aller devant les maisons des candidats de télé-réalité pour à tout prix avoir une photo, à tout prix voir commencer chez eux, alors qu'en fait, ils ont le droit à leur intimité, quoi. Ça raconte le manque de distanciation qu'ils devaient appliquer, le manque de discernement, il n'existait plus, parce qu'ils passaient 12 heures quand même à monter et tout, ils voyaient vraiment les personnages, c'était leur vie, leur quotidien. Ça raconte très bien ça, mais je suis pas sûr que j'avais besoin de ça. Je m'y attendais pas, quand tu vois la scène, tu vois que ça va arriver, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on ait ça. Et je me suis dit, donc voilà, je comprends. C'est délicat, je trouve, je m'en serais passé. Donc non, j'ai pas aimé, comme toi.
Karim, out. Et un perso que tu as aimé, du coup. Eh ben, j'allais te poser la question. J'aime beaucoup Marie Colomb, Loana. J'adore sa sensibilité, j'adore sa voix. J'adore comment l'actrice la pose, comment elle l'incarne, comment elle a aimé cette délicatesse, ce côté touchant de quelqu'un qui ne va pas bien et qui ne se rend pas forcément compte qu'elle va pas bien. J'adore cette sensibilité qu'elle a su mettre. J'adore la folie d'Angela Lorente aussi. Pardon, j'ai donné son vrai nom, mais elle a un autre nom dans la série. Je trouve que l'actrice Jacqueline Corrado, qui est brésilienne, qui joue une autre papesse de la télé-réalité, elle joue très bien. Voilà, c'est surtout les féminins qui m'ont plu bizarrement. Après, j'ai un affect aussi particulier pour Palazzo, Nicolas Briançon, que j'avais adoré dans la série Engrenage sur Canal+ à l'époque, et ça faisait plaisir de le retrouver. Voilà, désolé, il y en a beaucoup. Et toi, tes persos préférés? Loana. Le personnage de Loana, en fait, moi j'ai vraiment aimé ce qu'ils en ont fait parce que on peut pas être surpris en fait avec Loana parce que on sait d'où elle est partie et on sait malheureusement ce qui lui est arrivé ensuite. Et du coup, ça peut être que dur à regarder. Et en fait, je trouve que la manière dont ils l'ont écrit, et sûrement parce qu'aussi, du coup, comme tu l'as dit, elle a fait partie de la validation, il y a quelque chose de... Il y a plus de recul, en fait, sur son personnage. Et alors, déjà, l'actrice est exceptionnelle parce que dans la manière d'interpréter, tu vois Loana, oui. franchement, dans sa manière de parler et tout. Mais toute l'histoire avec les troubles du comportement alimentaire et le fait qu'elle passe sa journée à aller vomir aux toilettes, le fait qu'il fasse intervenir un psy dans le garde-manger pour qu'elle puisse en parler et ce côté on essaie de prendre soin d'elle dans la série, et en fait j'ai bien aimé parce que ça l'a fait redevenir humaine en fait. Alors que jusqu'à présent, Loana, c'est la meuf au gros sein dans la piscine. Et avec cette série, ça lui permet de reprendre son humanité. Je suis obligée de faire le parallèle entre la réalité et la série. Hein. Enfin, je suis désolée, mais c'est obligatoire. Et du coup, je trouve que cette écriture, elle est vraiment réussie parce qu'en fait, on a de la peine pour la petite Loana et pour cette Loana d'aujourd'hui qui est restée dans cette piscine, en fait. Enfin... Elle ne recherchait que son quart d'heure de gloire, une forme de célébrité, d'être regardée, d'être appréciée telle qu'elle est, qu'on la traite pas comme de la merde pour une fois. Donc ça, c'est aussi très bien raconté. Et tu parlais des personnages féminins, et toujours sur Loana et le personnage de Isabelle de Rochechouart. En fait... dans cette série, ça nous montre aussi que c'est les femmes qui ont eu toute la puissance sur tout le pouvoir sur ce programme-là. Parce que, alors oui, c'est pas elles qui ont signé l'échec, je te l'accorde, mais en fait, tu vois, Loana, quand elle rentre dans le loft, elle ne contrôle plus rien à sa vie. C'est la production et donc Alexia Laroche-Joubert qui contrôle. C'est sa mère qui contrôle pour elle et qui lui fait des crasses, alors que c'est sa propre mère. Enfin, en fait, tous les personnages féminins sont hyper intéressants dans cette série et montrent que c'est les meufs qui ont eu le pouvoir à ce moment-là. Et est-ce que c'est parce que c'est produit par Alexia Laroche-Joubert? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça, c'était hyper intéressant. Il faut préciser pour nos amis auditrices et auditeurs pourquoi il y a des vrais noms qui sont utilisés et d'autres pas. Je ne sais pas si tu as vu passer cette info, Solène. Non. En fait, c'est un choix délibéré d'Alexia Laroche-Joubert. C'est très simple. Tous les gens qui étaient devant la caméra, on garde leur vrai nom. Tous les gens qui étaient derrière la caméra, on a changé les noms. Voilà. Par exemple, tous les patrons de chaîne, à l'époque, c'était Nicolas de Taverneau pour M6 qui vient de passer la main là en 2024. C'est David Laramendi. Mais c'était de Taverneau, ils ont changé le nom. C'est un mélange de ces deux adjoints, Alexis de Gemini et Thomas Valentin, dans la vraie vie. Et du côté de TF1, c'était un Breton, mais il s'appelait Patrick Lelay. Et il était associé à Étienne Moujotte. Donc voilà, on a changé tous ces noms-là. Il y avait Arthur aussi, non? Arthur est intervenu plus tard parce qu'il est devenu patron d'Endemol, il me semble. Ah oui, ok. Voilà, mais plus tard. Comment expliquez-vous que l'émission provoque un tel scandale? Moi, je vois pas le scandale, je vois surtout l'enthousiasme que ça crée. Donc vous êtes arrivé au studio accompagné d'un garde du corps? Oui, parce qu'il y a eu une minorité... Vous n'avez pas l'impression, je veux dire, de mettre de l'huile sur le feu tous les soirs avec votre émission? C'est-à-dire? Je mérite d'être menacée de mort parce que je produis une émission de divertissement, c'est ça?
Est-ce qu'il ne faut pas entendre cette violence? Tu joues à quoi, là? Tu crois que tu vas avoir un prix Albert Londres avec tes questions à la con, là? Madame de Rochechouart. Non, mais c'est bien, fais le malin devant tes copains, c'est super. Elle me le dire que t'avais un problème avec l'émission, on aurait évité de perdre du temps. Attends. Ah, tu me tutoies, là? Ah, parce que vous étiez peut-être pas au courant, mais on couche ensemble avec Guillermo. Connard. Est-ce qu'il y a des arcs narratifs qui t'ont intéressé et d'autres au contraire qui t'ont beaucoup moins... qui te saoulaient, quoi, s'il y en a? L'arc qui m'a le moins intéressé, c'est l'histoire d'amour entre Isabelle de Rochechouart et le journaliste de iTélé. Enfin, ouais, c'est ça, iTélé. Aucun intérêt. J'ai pas compris la volonté d'Alexa de montrer que, je sais pas, qu'elle avait pécho, je sais pas. Vous voulez mettre une histoire d'amour, absolument, j'ai pas compris. Bah, surtout que ça correspond pas à ce qu'on sait de sa vie privée, quoi. Donc, bon, bref, voilà. Pas grand intérêt. Et l'arc que j'ai bien aimé, c'est comment Isabelle de Rochechouart, elle prend les informations pour les utiliser positivement pour elle. Notamment, elle a un collègue qui se drogue et au moment où elle doit être virée, et ben en fait, elle le balance pas sous le bus, mais en tout cas, elle profite de cette information qu'elle a en sa possession pour récupérer la promotion qui était due à son collègue masculin pour se mettre elle en avant. Et en fait, je trouve que ça montre aussi les mécanismes de pouvoir qu'il y a dans les grandes entreprises de manière générale et comment, en 2001 et même encore aujourd'hui, une femme doit se faufiler pour réussir à obtenir des postes importants alors qu'ils sont dus naturellement aux hommes, même s'ils sont moins compétents, même s'ils ont moins de recul et de réflexion sur les projets médias. Enfin voilà, du coup ça un arc qui m'a bien intéressée. Elle s'est lancée, elle a joué des coudes pour se débarrasser de lui en fait et dire moi je suis compétente, je vais vous la commander, la piloter parfaitement votre machine. Alors, ce que j'ai moins bien aimé, c'est tout l'aspect, même si j'aime bien ce comédien pourtant, mais tout l'aspect palazzo, drogué, qui trompe sa femme, qui est largué par rapport au changement dans le PAF de la production télévisuelle, ça m'a pas forcément toujours passionné. Enfin, est-ce qu'on a besoin de ce background-là, de ce passif-là, pour apprécier Raphaël, donc son bras droit, pour le reste de la série? Je ne suis pas convaincu de ça. Donc ça m'a vraiment pas enthousiasmé. En revanche, ce qui m'a enthousiasmé, c'était ce que j'ai préféré, c'est vraiment aussi ce rappel qui a été très intelligemment fait à quel point le loft a été à secouer la société. Dès qu'il y avait les intrusions, les insultes, le côté vous avez des comptes à rendre et le côté responsabilisation, en fait c'est à partir de l'épisode 4 si je dis pas de bêtises, où en fait t'as des intrusions, t'as des insultes, t'as des tags, t'as M6 qui a été cassé, je me souviendrai toujours de l'image de la devanture du logo M6 à Neuilly-sur-Seine cassé. J'ai adoré ça, cet axe-là de la, entre guillemets, la chute en termes d'image du loft. Ça c'était très cool à observer. Il y a un moment, il y a une réplique que moi j'ai trouvée hyper pertinente de Alexia Laroche-Joubert, enfin son personnage. Je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais elle parle à son mec journaliste là qui comprend pas trop pourquoi elle bosse à fond là-dessus et tout. Et elle disait qu'en fait, elle en avait marre du snobisme par rapport à ce programme-là, parce que ce qui compte, c'est de voir que tout le monde en parle. Et en fait, à ce moment-là, elle se promène dans la rue et vraiment, on entend tout le monde dire « Ah, t'as vu le dernier truc au loft et t'as vu nanana ». Mais en fait, c'est littéralement ce qui se passait à cette époque-là en télé-réalité. Et c'est encore parfois ce qu'on voit aujourd'hui sur certaines télé-réalités. Enfin, c'est pas si vieux, hein, Koh-Lanta avec Claude pendant le confinement. On était tous devant notre télé le mardi soir ou le vendredi, je sais plus, à regarder en espérant que Claude gagne Koh-Lanta, tu vois. Et donc ça montre à quel point c'était précurseur et surtout ils connaissaient leurs objectifs. En tout cas, elle l'avait vraiment en tête de se dire on s'en fiche que la haute société s'y intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est parler à tout le monde et que le commun des mortels s'identifie à ces personnages-là. Les fameuses prémices du buzz. On n'appelait pas encore ça comme ça, mais l'important c'était de faire du bruit, qu'on parle de nous en bien ou en mal. Le loft donc s'est terminé en juillet 2001.
Le couple victorieux, t'étais qui? Bah, j'imagine Loana et Jean-Édouard. Non, Loana et Christophe. Ah bah tu vois. Il restait, je crois, Christophe, Loana, Laure, Jean-Édouard et le... C'est ça, je dis pas de bêtises. En tout cas, Christophe, Loana et Laure, ça c'est sûr. Et c'est Christophe et Loana qui ont gagné. Il y a un couple même qui s'était formé à l'issue de cette émission, c'était Christophe et Julie. Julie qui était la seule fille typée, racisée, qui d'ailleurs est toujours en couple avec Christophe et ils ont eu des enfants, ils vivent dans le sud de la France. Ouais. Wow. Donc ça c'était génial. J'espère que l'info est toujours d'actualité, mais en tout cas j'avais vu il y a quelques années, ils sont restés toujours depuis ensemble, c'était eux la vraie love story dans cette loft story. Pour l'ancien que je suis, c'est difficile de parler de loft story sans évoquer la bande son. Et la bande son, elle fait très années 2000. Quand même, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Pour l'ado qui écoutait pas mal Skyrock à cette époque-là, il y avait du Pete Bacardi avec Si loin de toi, il y avait du MC Solar avec Hasta la Vista, il y avait Anastasia, I'm in love, voilà, qu'on peut entendre aussi. Enfin voilà, la bande son aussi est très sympa et ça va vraiment vous replonger dans les années 2000. Il y avait aussi Robbie Williams avec Suprême. Au niveau justement, là tu parles de la bande son et tout, moi j'avais une question pour toi au niveau de la série. Est-ce que tu t'es senti replongé 20 ans en arrière au niveau des décors, du matériel utilisé, des musiques, tout ça? Est-ce que c'est réussi? C'est génial. Ils ont vraiment repris l'habillage de l'époque, le clin d'œil, là, avec, tu sais, le sonore de la photo. Ça, c'était très bien fait. C'était exactement ça. Les bandeaux aussi, bleu ciel, tape à l'œil comme ça pour que ton œil soit accroché, que tu lises. Et les bandeaux, c'était vraiment nul. Hein. C'était vraiment pas écrit, quoi. C'était Loana passe son temps près de la piscine à se dorer la pilule. Tu vois, ça volait vraiment pas haut. Bah, c'est les bandeaux qu'on a eu après dans Secret Story. Exactement. Donc c'était trop drôle. Ils ont vraiment... ça m'a replongé en effet. Ça m'a ramené à l'adolescence et à ces soirées que je passais devant où j'étais fasciné par pas grand-chose au final, des gens qui vivaient une vie somme toute banale. Vraiment, la reconstitution est réelle. Les valises avec lesquelles ils rentraient dans le loft où ils sortaient, la fameuse valise Loft Story d'ailleurs, que certains ont gardée. Il y avait Jean-Édouard qui faisait des TikTok en réaction à Culte, et tu le vois, ouais. Il l'a gardée, sa valise de l'époque. Ouais, il y a quelque chose de la nostalgie, bien sûr, même si très sincèrement, je n'y replongerai pas. Hein. Pour la petite histoire, la saison 2 de Loft Story, je suis même pas allé jusqu'au bout. Hein. Moi, pour la petite histoire, j'ai regardé pendant le confinement la saison 1 de la Starac parce qu'elle est dispo sur YouTube et j'ai trouvé que c'était si mauvais. C'est si long, c'est si lent. Enfin, il y a des choses qu'on montrait à la télé à l'époque aussi, mais je suis choquée. Aujourd'hui, jamais tu montrerais ce genre de choses ou alors tu flouterais, il y aurait des bips à tire-larigot. Enfin, franchement, Et quand on dit aujourd'hui que la télé-réalité c'est trash, mais quand je voyais ce qui se faisait il y a 20 ans, je suis là, mais franchement, vous avez pas vu comment aujourd'hui on est hyper carré sur... Quand la Starac est revenue, on se souvient tous de cette image qui était dingue, qui est toute simple, hein, c'est banal, mais ça passait comme une lettre à la poste à l'époque. On avait des présentations des candidates et on avait la présentation d'une certaine Jennifer et on affichait quoi à l'écran ? 90B. Super. Est-ce qu'on a besoin de cette info ? Je suis pas sûr. Donc vraiment... non, on en a clairement pas besoin. Bah, c'est un des trucs qui m'a choqué en regardant pendant le confinement, et aussi une soirée dans le château où franchement ils étaient quasiment tous à poil et rien de flouté. Non. Tu te dis ah ouais, ok, et bah nickel, très bien. Waouh, incroyable. Mais pour vraiment rappeler le contexte aussi, et être précis, TPS, c'était le flux qui était le moins censuré parce qu'il n'y avait pas de délai en plus et la censure passait, entre guillemets, dans la quotidienne. Même s'ils ont laissé passer des choses alors qu'ils s'étaient engagés à ne pas les laisser passer, dont la fameuse scène de la piscine. Mais il y avait quand même une forme, bien sûr, de rush aseptisé qu'on balançait à l'antenne, bien sûr. Oui, alors qu'aujourd'hui, pour celles et ceux qui ne savent pas comment fonctionne la télé,
quand on annonce qu'on est en direct, on n'est pas vraiment en direct puisque à cause des différents attentats qu'il y a eu ces dernières années en France, on n'a plus le droit de diffuser en direct, donc on enregistre dans les conditions du direct, mais en fait il y a un décalage de 10-15 minutes entre le direct plateau et l'image qu'on reçoit à la télé. Donc aujourd'hui quand on regarde un prime de Danse avec les stars ou de la Star Academy où on nous dit on est en direct ce soir, oui, in fine ils sont en direct parce qu'ils vont pas se reprendre si une prestation est ratée, elle est ratée, mais dans les faits, on a quand même un décalage de 10-15 minutes avec le plateau. Donc, on peut éviter ce genre de choses, quoi. 240 voix d'écart. Ok, bon, ça suffit, je te retire Loana. Maintenant, c'est toi qui gères Charlotte. Merci. Non, pas du tout, d'accord? Elle va pas savoir gérer. Isa, tu m'as dit que je bossais bien, tu me l'as dit hier. 130 voix. Bon, écoute, tu rentres chez toi, tu prends ton vendredi, ton week-end, va te reposer. Isa. Je t'attends lundi à 10h, merci. Ça vient de s'inverser, maintenant c'est Jean-Édouard qui gagne. 200 voix d'avance. Ok, on arrête les votes. C'est bien, c'est super. Parce que tous les opposés au début et finalement elles ont trouvé un... Oui. Malgré tout, ça finit bien. Elles se sont réconciliées, elles sont avouées leur amitié, qui, voilà, malgré tout, a créé quelques tensions au sein du offre. Alors, qui de Aziz ou Jean-Édouard va quitter l'aventure? Tout se joue maintenant. Tout est prêt pour Dieu maintenant, comme avec le petit bouton rouge. Une fois dans Love Story, c'est vous, chers téléspectateurs, qui êtes maîtres de l'émission. Allez, encore quelques secondes. Benjamin, c'est Aziz qui part, tu peux ouvrir l'enveloppe, merci. Le premier lofter à quitter l'aventure est donc Aziz. C'est donc Aziz qui quitte l'aventure. J'ai une séquence que j'ai beaucoup aimée quand on voit la première fois les votes, en fait. Dans le loft, on voit donc dans ce camion régie, on voit tout le monde qui est en train de regarder où en sont les votes, etc. Et le pauvre animateur Benjamin Castaldi qui essaye de broder, de savoir et tout, parce que à ce moment-là, et c'est totalement sans filtre, et du coup ça m'a fait rire que Alexia Laroche-Joubert laisse passer ça alors qu'on a toujours dit la télé-réalité c'est pas truqué, les votes c'est pas truqué, machin. Les votes ne sont pas truqués, sachez-le, mais dans les faits, alors moi je le savais parce que j'ai une copine qui bosse en télé, et là il le montre en plus à l'image, c'est qu'en fait ils décident d'arrêter les votes quand ça les arrange. Ça c'est incroyable, je savais pas du tout. Et donc, par exemple, encore sur une émission actuelle, sur Dals, ils peuvent arrêter les votes à 22h30 parce que ça les arrange de faire partir tel candidat, et te dire les votes sont clos qu'à 23h, tu vois. Incroyable. Et ça, c'est la réalité encore aujourd'hui. Et donc, dans cet épisode-là, moi, cette scène, elle m'a beaucoup marquée parce que à ce moment-là, dans la série, Jean-Édouard doit partir par rapport au résultat des votes. Le personnage d'Alexia Laroche-Joubert décide que non, en fait, si Jean-Édouard part, ils perdent tout ce qu'ils ont misé sur ce duo Loana-Jean-Édouard. Ils vont faire chuter les audiences, etc. Donc, il faut à tout prix que Jean-Édouard reste. Donc, ils font durer l'émission jusqu'à ce que les votes de Jean-Édouard repassent devant l'autre candidat. Et là, à partir du moment où il y a 0,1% de différence, ils arrêtent les votes et c'est bon, Jean-Édouard reste et l'autre s'en va. C'était Aziz. D'ailleurs, il y a eu des reproches également. Pardon de dire les choses comme ça, on les dit ainsi dans la série. Aziz Rebeu parti, Kenza Rebeu parti, Lanoir Julie parti, j'en oublie, Le Gay Stevie parti. Enfin vraiment, on leur a reproché ça aussi. Et puis il y a des choses qui étaient balancées de façon violente, genre Kenza la baleine à l'époque par Aziz. Ça m'a rappelé justement des souvenirs, je m'en étais souvenu de ça. Parfois, c'est bien de pointer du doigt et de mettre en exergue des fautes qui ont pu être commises avant. Ça, c'est bien aussi. Et en même temps, ça n'a pas changé, si je peux me permettre, parce que dans les castings aujourd'hui, on fait en sorte que toutes les minorités puissent être représentées un minimum. Malgré tout, c'est toujours les mêmes qui partent en premier. C'est toujours les mêmes minorités, surtout sur ce genre de télé où en fait ça repose sur pas grand-chose. La Starac, bon, il faut quand même avoir des compétences en chant, oui. Quoi. Et donc normalement, si tu sais bien chanter, tu peux aller un peu loin. Mais tu vois, sur un truc comme Secret Story où c'est du jeu, ça repose sur rien, et ben les premiers qui vont partir, c'est les personnes racisées, c'est les personnes LGBTQIA+, parce que ça intéresse au niveau du casting, mais ça n'intéresse plus une fois qu'ils sont à l'écran. C'est encore un long combat, mine de rien. Près de 25 ans après, c'est toujours pas réglé. En tout cas, tu avais, je pense, d'autres interrogations, toi. Pour moi, j'ai peur. Oui. Déjà après sa révélation sur son amour pour la télé-réalité, j'ai peur de ce que va me demander Solène. Oh, ça va. Non,
Moi, je me demande si tu vois une saison 2, en fait. Alors, il y aura bien Culte saison 2, mais ce ne sera absolument pas sur cette thématique de télé-réalité. Ce sera sur l'histoire du fameux boys band produit par Gérard Louvain, les To Be Free. Voilà, en fait, c'est une espèce de, comme Black Mirror, d'anthologie ou d'American Horror Story d'anthologie. Oh non, je suis triste. Moi, j'attendais sur Koh-Lanta où tu vois, franchement, oh non. Mais là, tu m'annonces une mauvaise nouvelle, Junior. Mais moi, j'ai grandi avec les To Be Free Partir un jour. On a même dû chanter, danser sur ça à la fête de l'école. Donc bon, il y a des chances que je regarde. Non, mais je vais regarder. J'ai encore vu un reportage hier, enfin la vidéo YouTube d'Élise Lucet avec Seb Lafrite qui parle des To Be Free. J'ai regardé. Hein. Mais j'aurais préféré que ce soit sur Koh-Lanta. Allez voir les photos promo, c'est incroyable. Je sais pas si c'est des To Be Free ou Magic Mike. Allez voir les photos promo. Vous avez la première photo en tout cas qui a fuité pour annoncer cette série à venir. On sait pour quand c'est prévu ? Peut-être fin 2025, je pense, début 2026. Tu sais, comme c'est sorti en octobre 2024, Culte, 1 an minimum d'attente. En tout cas, Culte, c'est vraiment une série qu'on a appréciée. Il y a quelques éléments négatifs pour moi, mais vraiment, dans l'ensemble, j'ai passé un super moment. Et puis, en fait, c'est rapide à regarder. Ouais. C'est très addictif. Oui, très addictif, oui. Donc, Culte, 6 épisodes d'une quarantaine de minutes et c'est dispo sur la plateforme Prime Video. La saison des séries, c'est fini. Un grand merci à toi, Solène, d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci. Avec plaisir. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou de notre spin-off, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, laissez un commentaire et 5 étoiles sur les applis Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, la saison des séries. Je réfléchis de plus en plus à sortir de X, donc je pense qu'à partir de cet épisode, je reste pas dessus. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes et je vous dis à bientôt. Ciao!